Papa était aussi un homme juste. Quand j'ai eu 8 ans, il m'offrit un jouet. C'était une camionnette bleue. Elle roulait et klaxonnait quand on y mettait des piles électriques. Pour une fois, je suscitais l'envie et la convoitise des enfants de mon âge. J'en étais si fier. Avant que j'aie eu ce jouet, je n'avais pas d'amis. Les garçons me trouvaient lourd et trop lent pour leur jeu. J'étais gros et laid aux yeux des filles. Quand il fallait jouer au ballon, personne ne me voulait dans son équipe. J'étais mis à l'écart. Voilà que soudain, on s'approchait de moi. Ma camionnette. Elle m'apportait de l'amitié. Je le croyais plutôt, et je l'aimais. Je passais de longues heures à jouer avec mes nouveaux amis dans la maison voisine. C'était la maison des Uchugwe, une famille d'immigrés Igbos. Madame et monsieur Uchugwe avaient des jumeaux, Chinalu et Chimdalu. J'étais né 8 mois après eux, mais ils étaient beaucoup plus petits que moi. Les 2 frères étaient si identiques que l'un passait facilement pour l'autre. Mais leur ressemblance n'était que physique. Chinalu était calme et timide. Quant à Chimdalu, il débordait d'énergie et de malice. Leur maison attirait les enfants de mon quartier parce qu'il y avait un verger qui donnait divers fruits. On pouvait y voir des mangues greffées, des oranges, des mandarines et des goyaves selon la saison. Monsieur Uchugwe ne nous permettait pas de marauder dans son verger. Nous pouvions cependant manger les fruits que Chinalu ou Chimdalu consentaient à nous donner. Quand Chimdalu voulait obtenir quelque chose chez l'un d'entre nous, il agitait un fruit tel un appât et l'échangeait contre ce qui lui plaisait. C'était la saison des mangues. Nous jouions, l'un après l'autre, avec ma camionnette. Quand ce fut le tour de Chimdalu, nous constatâmes qu'il n'était plus avec nous. Il apparut plus tard, chargé d'un sachet rempli de mangues greffées mûres. Il s'assit près de moi et se mit à manger les fruits en se léchant les lèvres et les doigts. Chimdalu poussait presque dans mes oreilles des onomatopées qui stimulaient mon appétit. Il chantait, à chacun son choix. Il y en a qui veulent jouer. Moi, je préfère manger ma mangue greffée. Si tu veux manger, viens à moi, on va parler. Moi, je veux bien t'en donner. Toi, que vas-tu me donner? Chimdalu chantait et dansait en faisant tournoyer son sachet de mangue. Son cirque nous amusait tous. Plus il chantait et dansait, et plus nous rions. Personne ne jouait bientôt plus avec ma camionnette bleue. Je m'abaissai pour prendre mon précieux jouet. C'est alors que Chimdalu se mit à distribuer des mangues à tout le monde. Tous les enfants qui étaient présents dans la maison mangeaient, sauf moi. Je sentais l'appétissante odeur de la mangue greffée, mais elle m'était inaccessible. J'en avais très envie aussi. Espérant bénéficier de sa générosité autant que les autres, je regardais Chimdalu. Il sortit alors de son sac une mangue, la plus grosse, bien mûre. Tous mes sens étaient tendus vers ce fruit qu'il tenait. Mon sourire fut instantané lorsqu'il me dit qu'il avait réservé cette belle mangue-là pour moi. Mais au lieu de me la donner, Chimdalu reprit sa chanson. « Si tu veux manger, viens à moi, on va parler. Moi, je veux bien t'en donner. Toi, que vas-tu me donner ?» Il regardait ma camionnette avec une lueur de convoitise dans les yeux. Je compris alors qu'il la voulait contre sa mangue. Il ne tarda pas à me le dire sans détour. « Ton jouet contre ma mangue. Chimdalu, tu as toujours joué avec ma camionnette. Pourquoi veux-tu me la prendre aujourd'hui avant de me donner une mangue ? Je jouais seulement avec. Maintenant, je la veux pour moi. Même si elle devenait mienne, tu pourras aussi t'amuser avec quand tu le voudras. » 2 camps se détachèrent dans le groupe d'enfants présents. Les uns s'écriaient « la mangue ». La mangue, les autres scandaient « la camionnette, la camionnette ». Mon désir de manger cette mangue était si grand que je me laissais vite convaincre. Et puis, je pouvais emprunter la camionnette chez Chimdalu si j'en avais envie. Nous fîmes l'échange sous les applaudissements des uns et le regard ahuri des autres. Je mangeais ma mangue et en suçais le noyau jusqu'à l'aplatir en le mâchant. Ce fut le tour de mes doigts. Je les léchais un par un. Quand j'eus fini de me faire plaisir, je lançai en direction de Chimdalu. « C'est doux, hein, ta mangue? Elle est super, ta camionnette », répliqua-t-il. Chimdalu fit rouler le jouet. Tout le monde se regroupa autour de lui. Je venais de perdre ma camionnette et mes nouveaux amis. Chimdalu me les avait pris. Je réalisais que j'avais procédé à un échange déséquilibré.
Tout penaud et jurant de récupérer mon jouet, je courus à la maison raconter à papa la bêtise que je venais de faire. J'étais certain qu'il userait de son autorité pour me reprendre ma belle camionnette. Papa ne le fit pas. Il me dit plutôt que je devais respecter ma parole et laisser Chimdalou jouir de mon jouet comme il m'avait laissé manger sa mangue. Voilà mon bel et bon papa, l'homme juste que je n'ai pu supporter qu'on enterre sous mes yeux. Je suis couché, emporté par mes souvenirs. Je n'ai pas senti que maman s'approchait de moi. Je sursaute en l'entendant. « Bambata, que fais-tu ici? Tout le monde est à ta recherche. » Je comprends immédiatement au ton de sa voix que maman n'est pas contente de moi. Bambata est un surnom que j'ai reçu dès que je suis né. Je pesais 4 kilogrammes à ma naissance. Maman me l'a dit. Elle m'a raconté bien de nombreuses fois que j'enfonçais mes 10 doigts dans ma bouche et me mis à les sucer aussitôt que la sage-femme de garde, ce jour-là, l'eut délivré. Celle-ci aurait alors dit « Ton bébé te réclame déjà du lait. Il est si gros qu'il va assécher tes seins d'une traite. » L'hilarité générale que ces propos avaient déclenchée dans la salle d'accouchement l'encouragea à poursuivre. « Si tous les bébés de ta maman pesaient comme toi à leur naissance, elle mourrait vite d'épuisement. » Bambata, c'est ainsi que j'ai reçu mon premier surnom. Je dirais même que Bambata est mon pré-prénom. Maman m'a beaucoup appelé ainsi quand j'étais enfant. Ces dernières années, elle le fait seulement quand elle se fâche. Craignant qu'elle me gronde et accroisse ma douleur, je me lève et la suis. Nous rentrons. Le temps s'est bien écoulé. La plupart des convives venus rendre ces derniers hommages à papa sont déjà rentrés. Ceux qui sont encore présents ont fini de manger le dernier repas qui leur a été servi. C'est un plat de cassoulet. Quelques bouteilles de bière jonchent les tables désertées par leurs occupants. Komlan et Setonji sont attablés avec certains de leurs amis. Ils mangent. Je me joins à eux. « D'où viens-tu, toi » me demande Komlan. Je ne lui réponds pas. Maman me fait parvenir de la nourriture. Je n'ai pas faim. Je veux juste boire. Je me fais servir un cocktail de fruits. J'aime particulièrement me gaver de sucreries. Mais je goûte à peine à celle-ci. Elle me paraît sans saveur au palais. Cette boisson a sûrement le même goût sucré que d'ordinaire. C'est plutôt moi qui ai changé. Papa est parti. Tout va désormais m'être différent. Il était mon refuge face aux rires moqueurs et au harcèlement de ceux qui m'en voulaient pour être négro. Il me câlinait quand je courais dans ses bras en bouchant mes oreilles pour ne rien entendre des méchancetés auxquelles je refusais de m'accommoder. Maman voulait plutôt que je les accepte. Elle le disait expressément. « Bambata, mon chéri, mais ce n'est rien de méchant, c'est juste pour s'amuser. Autant t'y habituer et tu n'en souffriras plus. Je n'ai plus que maman. Je vais donc devoir me faire à l'idée de vivre constamment la souffrance du moqué, l'isolement du rejeté, l'angoisse du rien. Car n'être gros paraît n'être rien. Je ne me sens pas plus que rien. Je suis rien quand je suis en classe. » Le professeur accompagne d'un sourire moqueur le rire déclenché dans la salle par ma démarche lourde et maladroite, quand je dois aller écrire au tableau. Un chenapan malpropre vient à rendre de sa veste l'air irrespirable, tous les regards se tournent vers moi. Les paix qui sentent mauvais ne peuvent provenir que de mon ventre. Il a le défaut d'être le plus gros de la classe. Dans la cour de récréation, je suis rien. Pas de saute-mouton pour moi. Je vais sûrement m'affaler sur mes compagnons de jeu en voulant leur sauter par-dessus. Je ne peux même pas faire le mouton, étant trop gros pour qu'on m'enjambe. Je suis moins que mouton. Je suis rien. Au terrain de sport, je ne peux courir sans me faire siffler par les uns et insulter par les autres. Gros lard, hideux pansu, boule de graisse, tu ne vaux rien, je suis toujours rien. L'ombre de mes 90 kilogrammes alourdit davantage mon cœur en peine. Maman ne l'a jamais perçu, ni à l'école primaire, ni au collège. Papa le savait. J'ai le sentiment pesant que je ne peux affronter la vie sans lui. J'ai peur. J'ai envie d'un monde où il n'y a que des enfants qui me ressemblent et où il est normal d'être gros. Je ne veux pas retourner au pensionnat. Je ne peux pas rester chez moi. Je dois m'en aller, partir au loin, à la recherche de l'amour perdu. Il fait déjà nuit.
Tout le monde a fini de manger. Les invités sont tous rentrés. Les magnétophones sont éteints. Des chiens errants se faufilent entre les chaises, broyant ou emportant les os jetés par terre. Je les regarde. Je souris. Il a fallu qu'apparaissent ces bêtes pour que soudain, les os sans valeur pour les humains deviennent précieux. Rien pour les uns, mais tout pour les autres. En continuant d'observer les chiens se jeter sur les restes des plats mangés par les humains, j'établis une analogie entre ma propre situation et la scène qui se déroule devant moi. Elle me paraît d'abord tirée par les cheveux ou plutôt extrémiste, mais en y réfléchissant, je me persuade que, de là-haut, papa vient d'approuver mon intention de fuguer. Je m'en vais me coucher avec la résolution de tout laisser derrière moi et partir courageusement vers de nouveaux horizons où je pourrais être mieux estimé. Bailly et ses amis, qui sont venus la soutenir, bavardent en lavant le couvert sale et les ustensiles utilisés pour la préparation des repas. Leurs voix me parviennent au salon où je n'arrive pas à m'endormir. C'est l'espace réservé aux garçons. Les filles se coucheront avec maman dans la chambre mortuaire qui a été réaménagée pour elles après que le lit sur lequel le corps de papa était exposé a été défait. Je me suis couché exprès près de la porte d'entrée, sur une des nattes en raffia tressées étendues au sol. Il a fallu que je me couche tôt, avant tous les miens, pour me réveiller avant eux et partir de la maison dès avant l'aube. Malgré les bruits qui me parviennent de la cour, je cède vite à la fatigue et m'assoupis. Sûrement pour longtemps, car lorsqu'en sursaut je me réveille, j'entends un concert de ronflements cadencé par le tic-tac d'une vieille horloge accrochée au mur. Je tends l'oreille pour savoir s'il y a dehors quelques personnes qui ne s'est pas encore couchées ou s'est déjà réveillée. Aucun bruit ne trahit une présence humaine dans la cour. Je ne sais quelle heure il est. Je dois compter les prochains coups de l'horloge. J'attends patiemment. Quelqu'un se racle la gorge. Je ne sais qui. Mais c'est suffisant pour faire battre mon cœur trop vite. Il suffit qu'une seule personne se réveille pour que mes plans échouent. Je me concentre sur l'endroit d'où le bruit m'est parvenu. J'en oublie l'horloge. Je sursaute quand j'entends le premier coup. 3 autres coups sonnent. Il est 4 heures.